Eh bien, bonjour à tous, nouvel épisode du Shop des Titans pour cette rentrée. C'est d'ailleurs le sujet de ce podcast puisqu'on va parler des éléments à mettre en place pour la rentrée, notamment des nouveautés de Shopify ou des choses qu'il faut surtout pas oublier pour cette rentrée, pour essayer d'optimiser au maximum ce dernier trimestre avec Noël évidemment en ligne de mire. Aussi le Black Friday, bien évidemment. C'est bien rempli. Voilà, donc ça va être assez chargé, mais dès la rentrée aussi, notamment des marques qui sont... déjà, il y a le trafic qui va reprendre sur les sites. On l'a vu sur le mois d'août, c'était un peu plus faible. Et là, c'est en train de remonter. On le voit très clairement chez nos clients. Depuis lundi, ça a bien augmenté. Donc, évidemment, préparer tout ça. Donc, on a préparé plusieurs petites choses. On va parler de Checkout Extensibility, évidemment. Donc, de Checkout Blocks. Account Extensibility aussi, qui est une nouveauté. Les marchés Shopify Flow. Hyper cool, on fera d'ailleurs des petits tutos, enfin c'est Ben qui nous fera ça. Et je finirai par 2-3 petits éléments à mettre aussi en place sur les sites pour la rentrée, qui sont certains des classiques, mais qui ne sont pas forcément tout le temps mis. Je vous laisse la surprise pour la fin. Et ben on va commencer avec toi Ben sur la partie Checkout Extensibility, parce qu'il y a une actualité cet été dessus. Je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent le savent, mais tu peux peut-être rappeler justement cette actualité. Quel happening. Wow. Exactement. Eh bien, cette actualité, elle a eu lieu exactement le 13 août 2024. Tout à fait. Pour rappel, c'était la deadline qui était annoncée pour la mise à jour officielle de tous les anciens checkout qui étaient encore sur Checkout Liquid vers le Checkout Extensibility. Donc, à date, désormais, tous les checkouts sont passés justement sur le Checkout Extensibility. Donc, pour rappel, on a fait plein de vidéos là-dessus. Le grand sujet, justement, c'est qu'on n'utilise plus les templates liquid. On passe vraiment justement par une logique d'application pour gérer tout ça. Donc, deux options en fait s'offrent maintenant aux marchands pour pouvoir customiser directement leur checkout. La première, c'est de créer des apps dédiées en fonction de leurs besoins. Ce qu'on a fait par le passé pour plusieurs clients en référence de Néné Paris et de Dijon par exemple. Et la seconde, c'est d'utiliser des applications qui, petit à petit, se développent un petit peu pour répondre justement à ces besoins. Donc on a Modial Relais, Colissimo par exemple, qui se sont adaptés aussi à ce nouveau checkout pour proposer notamment les points de retrait avant le paiement, ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant, et d'autres applications plus de customisation. Voilà. Ouais, exactement. Donc il y a par exemple Checkout Blocks qui est l'une des plus grosses applications qui permet d'ajouter du contenu dans ce nouveau checkout qui a été imposé par Shopify. Qui a été racheté par Shopify, exactement. Ouais, c'est ça. En fait, Checkout Blocks à la base c'était une appli indépendante, mais elle a tellement bien fonctionné qu'effectivement Shopify l'a récupéré. Aujourd'hui, c'est un peu vendu comme une app officielle de Shopify. Et ce qui est super intéressant pour les marchands Shopify Plus qui veulent du coup ajouter des choses dans leur checkout, c'est que cette app est en grande partie gratuite, du coup pour ceux qui ont le plan Shopify Plus. Donc il y a une partie qui est payante, je vais en reparler juste après, mais voilà, il y a beaucoup de choses déjà qu'on peut faire gratuitement. Donc je ne vais pas aller vraiment dans le détail de chaque point de ce qu'on peut faire avec l'application, parce qu'il y a beaucoup de choses, et en plus de ça, en parallèle, on va tourner des tutos, notamment moi je vais tourner quelques tutos sur certaines choses à activer avec cette application. Donc on vous mettra les liens soit quelque part dans, dans la description de cette vidéo, si jamais les tutos sont dispo au moment où on poste, soit voilà, on vous en reparlera plus tard sur LinkedIn par exemple avec des publis de Simon. Donc pour aller rapidement sur les points qu'on peut activer avec cette application qui sont intéressants, premier truc, c'est qu'on va pouvoir modifier un peu plus finement le design de notre checkout. Donc voilà, le checkout, tous les marchands le savent, on est assez limité sur ce qu'on peut faire en termes de design. On a quelques couleurs pour les boutons, les accents, les liens, on peut modifier les couleurs de fond, mettre un peu d'image et tout ça, mais c'est un peu limité. Là, on peut aller un petit peu plus loin, on peut aller plus finement sur les couleurs qu'on va activer, sur des éléments spécifiques, on peut jouer un peu plus avec les border radius, les bordures des champs, etc. Donc voilà, on n'est toujours pas libre à 100% évidemment, mais voilà, on peut affiner un petit peu plus, et du coup ça va être intéressant de voir si grâce à ça on arrive à améliorer la cohérence entre le site principal et du coup le checkout sur lequel on arrive, histoire d'avoir une transition plus fine en fait. Ouais, une UI similaire. Exactement. Qui reste quand même conditionné avec les paramétrages disponibles dans le checkout. Ouais. qu'il y a quand même toute la structure UX qui reste quand même au final assez rigide. Assez rigide. Ouais. Effectivement, structurellement, voilà, ça restera le checkout qu'on connaît, juste on peut aller un peu plus loin dans les couleurs, les formes et tout ça. Est-ce que tu as une volonté très claire de Shopify pour justement ne pas perturber le parcours et avoir un checkout quasiment similaire chez tout le monde? Mais en effet, par contre, au niveau look and feel, on peut par contre faire plus de choses que ce qu'on pouvait faire dans le checkout classique.
pas forcément dans checkout.liquid, mais ça n'existe plus pour des raisons qui ont été évoquées par Ben, de sécurité, etc. Mais voilà. Ouais, c'est ça. De toute façon, leur checkout, ils en sont assez fiers. Ils veulent pas forcément nous donner la main pour tout chambouler. Ils ont énormément bossé dessus pour avoir un checkout qui fonctionne très bien, avec des très bonnes statistiques Conversion. ouais, exactement, de conversion dessus. Donc voilà, aujourd'hui, on peut un petit peu plus agir dessus, mais on continue de faire confiance finalement à Shopify qui ont bossé leur checkout à fond. Carrément. Donc ça, c'est le premier point. Design un petit peu plus poussé. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir ajouter du contenu. Alors ça, c'est vraiment le point le plus gros de cette app. De toute façon, d'ailleurs, ça s'appelle Checkout Blocks parce qu'on peut ajouter du coup des blocs de contenu dans le checkout. Donc pour expliquer rapidement comment ce nouveau checkout fonctionne, en fait, Shopify nous ont ouvert des petites fenêtres dans ce checkout, donc en fait des zones qui sont prévues pour venir y injecter des choses. Et du coup, on peut injecter soit de l'information, c'est-à-dire juste afficher du texte, afficher des messages informatifs, afficher de la réassurance aussi, ça c'est intéressant. Donc voilà, afficher plein de choses à différents endroits du checkout et de la page de remerciement aussi, c'est ça qui est intéressant. On va pouvoir aussi faire en sorte de pouvoir récupérer de l'information de la part des visiteurs. Donc avec des mini-formulaires, par exemple, on peut demander une date d'anniversaire, on peut demander un email ou un numéro de téléphone. À la fin, par exemple, sur la page de remerciement, on peut aussi demander un retour sur le parcours client et le site. Ça peut être intéressant. Enfin voilà, plein de choses qu'on peut demander finalement à l'utilisateur à ce moment-là. Et enfin, on peut aussi ajouter de l'interactivité avec les produits du panier. Donc par exemple, on va pouvoir venir ajouter un sélecteur de quantité ou un sélecteur de variante sur les produits qui sont dans notre checkout. Possibilité de supprimer un produit, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour la version gratuite. Ouais, voilà, c'est ce que j'avais demandé. Et ensuite, évidemment, les trucs les plus intéressants sont sur la version payante. Donc là, on va pouvoir ajouter, par exemple, du cross-sell. T'as le prix de la version payante ou pas alors, il me semble que c'est entre 200 et 500 $ par mois. Et je crois que ça va être basé sur le CA ou alors, je suis plus sûr à 100%, il faudra revérifier. Je check en live. Ouais, ok, ça marche. Donc voilà, donc on peut rajouter du cross-sell par exemple, on peut rajouter une barre de livraison gratuite. Enfin voilà, en gros, c'est les deux gros points qu'on peut rajouter, cross-sell et free shipping. Qui sont des choses qu'on retrouve généralement dans le panier, mais c'est quand même assez puissant aussi de pouvoir les avoir dans le checkout. Et voilà, du coup, pour profiter de ça, donc, il faut passer sur le plan payant. J'ai une question pour toi là-dessus. Ouais. Du coup, pour toutes ces données qu'on vient créer dans le checkout, qui seront personnalisables justement par le client, comment est-ce que, en tant que commerçant, on peut récupérer cette donnée et du coup derrière l'utiliser ? Alors, on peut récupérer la donnée, c'est une très bonne question, effectivement, soit en metafield lié à la commande, soit en note liée à la commande. Ça sera toujours lié à la commande et du coup il faudra coupler ça avec par exemple un Shopify Flow qui va pouvoir regarder l'événement de la commande créée, récupérer la valeur qui est dans ce metafield et par exemple aller pousser cette valeur soit en métafeed du client qui a passé la commande, soit le balancer même ailleurs dans une base de données par exemple, ou voilà, des choses comme ça. Ok, donc ce qui laisse comprendre vraiment que c'est ça, Checkout Blocks fonctionne exactement comme ce qu'on peut estimer faire quand on développe un truc spécialisé dans le checkout, Ouais, comme ça. les custos que tu as fait pour d'autres clients. Exactement. Voilà, faut bien comprendre que l'information elle sera liée à la commande et après il faudra un Shopify Flow pour récupérer cette info et du coup l'injecter là où on en a besoin. Ok, très clair. Et donc pour préciser, en effet, c'est ce que tu disais, c'est entre 200 $ et 500 $ en fonction du nombre de commandes, pas du chiffre d'affaires. Ok, c'est ça. Et donc c'est à partir de 4000 commandes pour les 200 $ et après 500 $ c'est 10 000 commandes et entre les deux il y a des steps. Voilà. Et après c'est 500 $ max, si tu as plus de 10 000 c'est 500 $ tout le temps. Ok. Voilà, donc ça peut être intéressant. Maintenant, voilà, encore une fois, en fait, si vous cherchez à découvrir l'app, il y a déjà plein de choses à tester en gratuit avant de commencer à mettre le cross-sell. Donc à voir selon les prix ou les stratégies que vous voulez mettre en place dans votre checkout. Donc ça, c'est voilà, le deuxième point et le point essentiel de l'app. Après, il y a un autre point qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir venir jouer sur les méthodes de paiement et de livraison. Et notamment, on va pouvoir venir renommer certaines de ces méthodes, en masquer certaines ou les réorganiser. Et ça, selon pas mal de choses, selon le tag du customer qui est en train de passer commande, selon les collections des produits qui sont présents dans la commande, selon le montant total du panier aussi, selon le pays de livraison. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent déclencher ces comportements. Et du coup, là, on peut aller assez finement sur proposer des modes de livraison spécifiques pour tel pays ou pour tel type de client, ou des modes de paiement pour tel produit qui sont dans le panier. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Donc ça peut être assez intéressant aussi.
Et enfin, le dernier point, c'est la possibilité de créer des discounts de façon plus fine que ce qu'on peut faire de base avec Shopify, notamment des discounts sur les frais de livraison et sur la commande. Donc voilà, là pareil en se basant sur des choses comme qu'est-ce qu'il y a dans mon panier, est-ce que c'est un client B2B qui est en train de passer commande, enfin voilà, plein de choses différentes qu'on peut venir observer. Voilà. Trop bien. Et on le voit par rapport au pricing, si vous avez un site qui tourne beaucoup avec beaucoup de commandes par mois, à $500 par mois, ça peut avoir le coût de faire votre propre application. Donc évidemment sans faire de la publicité pour nous-mêmes, mais on peut vous faire ces applications-là pour éviter de les payer chaque mois, etc. Donc en fait, ce que propose Checkout-Blocks, votre agence Shopify est censée pouvoir le faire aussi. Donc regardez un peu le retour sur investissement que vous pouvez avoir. Évidemment sur la version gratuite, c'est vachement avantageux d'utiliser Checkout-Blocks, etc. Voilà. Ouais, d'autant que sur le cross-sell, alors j'avoue que j'ai pas vraiment testé le cross-sell de Checkout-Blocks, mais je sais que nous on avait développé du coup une extension de checkout de cross-sell qu'on avait fait nous-mêmes. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait regarder les produits qui étaient dans le panier, et notamment les métafields des produits qui étaient dans le panier pour pouvoir proposer dynamiquement des produits dans le cross-sell et du coup avoir un peu d'intelligence autour de ça, pas juste avoir toujours un produit fixe qui est le même qu'on présente. Ce sera un truc un peu plus sur mesure, mais ok. Voilà. Écoute, merci. Ben, justement pour continuer sur cette partie, donc sur la partie de checkout, donc là on a vu comment justement personnaliser un petit peu plus le checkout. Il faut savoir que ce que j'évoquais juste avant sur la mise à jour justement du checkout de Shopify, c'est une mise à jour qui a été effectuée automatiquement que sur les premières pages, ce qui est appelé justement les pages de paiement sur Shopify. Tout ce qui va être du coup les pages de remerciement et de statut, donc toutes celles qui sont à la suite de l'achat et de la commande de vos clients, elles n'ont pas encore été migrées automatiquement sur le Checkout Extensibility. Il y a une deadline qui est annoncée, donc au 28 août 2025. Ça laisse un an, mais anticipez évidemment ce sujet. Si jamais vous avez des questions sur comment justement gérer la mise à jour, bien sachez que sur Shopify, il y a un petit module justement de personnalisation qui vous permet d'examiner justement toutes les personnalisations qui sont actives sur ces différentes pages. Donc si jamais vous cliquez là-dessus, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de personnalisation, je vous invite à anticiper un petit peu ces travaux, ces recherches, et si besoin évidemment, nous on reste aussi disponible. On l'a fait pour beaucoup de clients, du coup vérifier les scripts, les mettre à jour pour s'assurer que ce soit compatible sur le checkout. Ça c'est un des points importants, les scripts, parce qu'en effet il y a des fois des scripts de tracking qui ont été mis par des agences d'ads, ce que nous ne sommes pas. Et donc il faut bien penser justement à transférer aussi tout ça sur la partie événements de Shopify, etc. Donc ça c'est un point important à voir aussi en coordination avec votre agence d'acquisition. Ouais. L'outil là dont tu parles qui permet de lister les modifications qui ont été faites, ça se trouve où exactement ça ? En fait, c'est un moteur d'IA en fait, de Shopify qui est directement dans les paramètres sur la partie paiement justement. C'est ici en fait d'ailleurs, c'est sur la partie paiement que vous pouvez dans votre back-office, dans les paramètres, activer justement les nouvelles pages, et c'est directement actif en dessus. Il y a les espèces de petites étoiles là qui représentent l'IA de recommande Shopify. directement. Exactement. Ça se retrouve très vite. Ouais. Top. Et du coup, dans les grosses modifications qu'il y a eu dans les derniers mois, alors pas cet été, c'était un petit peu avant, il y a aussi les nouvelles versions des comptes clients qui a été proposées. Tout n'est pas encore disponible, tu vas pouvoir en parler, et ça c'est un gros point, et du coup Ben, je te laisse la parole aussi là-dessus. Ouais, en effet, donc c'est ce qui s'appelle l'account extensibility. On a le checkout extensibility, on passe sur l'account extensibility. Donc il y a ce qu'on appelle les comptes clients classiques, ceux que vous utilisez quand vous mettez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Les nouveaux comptes clients, c'est une méthode plus sécurisée et plus extensibilisée de Shopify, où en fait vous avez votre identifiant, enfin votre email du coup, qui est votre identifiant unique, et quand vous tentez de vous connecter, vous recevez un code et vous validez. Donc il y a une logique du coup de double authentification, de sécurisation via votre email pour pouvoir vous connecter, afin de bypasser un petit peu ces problèmes de mots de passe qui peuvent être utilisés partout. Il n'y a pas de date annoncée officiellement de la part de Shopify sur quand est-ce que l'account extensibility sera le nouvel account. En regardant un petit peu rétrospectivement ce qui se passe et ce qui s'est passé sur le checkout, on sait que dans les mois, années à venir, les nouveaux comptes clients deviendront obligatoires. Donc, si vous créez une boutique ou si vous avez peu de personnalisation sur vos comptes clients, on vous recommande très clairement de passer sur ces nouveaux comptes clients tout de suite.
Petit bémol là-dessus pour l'instant, les personnalisations ne sont pas encore ouvertes en customisation dessus. On parlait de Checkout Blocks, on a bon espoir qu'ils viennent se développer aussi sur le niveau compte client. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ouais, parce qu'il faut bien comprendre que ces nouveaux comptes clients, c'est vraiment comme le checkout, c'est-à-dire que c'est une partie de votre site qui va être du coup hébergée sur les serveurs de Shopify et sur lesquels on aura beaucoup moins la main en termes de structure, de design. C'est exactement comme le nouveau checkout finalement. En revanche, comme le nouveau checkout, Shopify vont nous ouvrir des petites fenêtres pour qu'on vienne injecter du contenu et de l'interactivité dans ces nouveaux comptes clients. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que ces comptes se trouvent sur les serveurs de Shopify, on va avoir accès à plus de choses. Parce qu'avec les anciens comptes clients, c'était des fichiers de thème qui étaient directement dans le thème. Donc finalement, pour des questions de sécurité, on n'avait pas accès à tout. Notamment, on n'avait pas accès à toutes les informations liées aux clients, liées aux commandes et tout ça. Il y a des choses qui étaient bloquées pour des raisons de sécurité, encore une fois. Et là, vu qu'on va être sur les serveurs de Shopify, on aura accès à plus de choses. Donc, on va être limité en un sens sur la structure et le design, mais on pourra contrebalancer ça avec finalement les avantages qu'on trouve maintenant aujourd'hui au checkout de Shopify, c'est-à-dire finalement un environnement bien foutu, rassurant, qu'on va pouvoir retrouver en plus de ça d'un site à l'autre quand on sera sur des Shopify, donc les gens vont s'y habituer. Et du coup, ça va être contrebalancé par des nouvelles fonctionnalités qu'on va pouvoir mettre en place. On va pouvoir intégrer les wishlists directement dedans, on va pouvoir avoir accès à des informations sur les moyens de paiement des clients, sur des choses comme ça. Donc beaucoup de choses qu'on pourra faire en plus et ça va être assez intéressant à exploiter, je pense. Le design est beaucoup plus moderne comme tu l'évoques. Donc en fait déjà ça c'est un premier gain et on l'a vu en fait sur les dernières semaines, derniers mois, Shopify apporte de la nouveauté déjà sur ses nouveaux comptes clients. On parlait du B2B, le B2B n'est disponible que sur les nouveaux comptes clients. Il y a du retour en libre service, il y a la personnalisation d'URL. Plutôt que d'avoir une URL, si vous regardez un truc un peu dégueu, on peut utiliser un My Account. Et le tout dernier en date, alors qui est encore en early access pour plusieurs boutiques, mais on a pu le tester en exclu justement pour des clientes à nous, Muzu, sur Nantes. Pour donner un petit peu de contexte, du coup, c'est le crédit en magasin. Le crédit en magasin, c'est une option qui va vous permettre, vous marchands, de pouvoir offrir un nouveau moyen de paiement à vos clients dans un contexte potentiellement de litige ou dans le cas de Muzu, justement pour reparler d'elle, pour répondre à un système de consigne. C'est-à-dire qu'elles vendent des produits en vrac sur Internet. À chaque produit en vrac acheté, il y a une consigne qui est ajoutée. Vous avez la possibilité de retourner ces consignes. Dès lors qu'elles reçoivent du coup les consignes en magasin, elles vous ouvrent du coup un crédit en magasin. Et ce crédit en magasin, vu qu'il emploie le nouveau compte client, il est automatiquement associé au checkout. Et du coup, si vous avez 5 € de crédit sur votre compte, vous vous connectez dans votre checkout et vous avez automatiquement, dans les moyens de paiement, ces 5 € qui seront disponibles pour vous. Donc voilà, c'est top. Ça fait partie des petites évolutions et ça va continuer dans ce sens-là. Donc vraiment, pensez à avancer vers la contexte. C'est vrai que ça, c'est assez intéressant. Et alors, le cas de Muzu, il est assez spécifique, mais de manière globale, le fait de pouvoir comme ça, même créditer, effectivement, offrir à un client un petit peu de bon d'achat finalement, c'est ça, un bon d'achat pour notre boutique, pour s'excuser d'un souci qu'il ait pu avoir pendant son processus d'achat, c'est un bon moyen de fidéliser, de garder le client. Complètement. Exactement. Très cool. Ben, ton sujet phare que tu adores tout le temps, c'est Shopify Market. Si vous voulez en reparler rapidement pour quelques petits points. On a pas mal de sujets à évoquer aujourd'hui. Donc en fait, Shopify Market, c'est juste histoire de remettre une petite couche dessus. Il y a une grande évolution qui est annoncée, du coup le market va carrément apparaître prochainement justement dans le back-office plutôt que dans les paramètres. C'est annoncé, on ne sait pas encore quand ça va arriver. Market, ça se paramètre très facilement et sans même chercher à faire de la personnalisation. On va refaire des tutos justement à ce sujet là-dessus. Market vous permet déjà dans un premier temps de pouvoir avoir une notion de part de marché sur la vue market est-ce que vous vendez plus en Union européenne, aux États-Unis ou plutôt par pays. Donc voilà, on ne revient pas en détail dessus. En gros, le point, c'est de se dire, comme c'est un épisode de rentrée, c'est de se dire market, c'est encore sous-exploité par quelques marchands qui pourraient aller vendre à l'étranger, mais qui ne veulent pas prendre le temps de le faire parce que ça peut paraître être assez fastidieux. Ça ne l'est pas tant que ça en réalité, et ça se fait facilement. Et Shopify va donner encore plus d'outils pour que ce soit facilité, que ce soit plus mis en avant dans la partie back-office.
toujours à l'ancienne version, mais qui fonctionne déjà très bien simplement. Mais bientôt, il y aura une mise à jour, on ne sait pas quand. Je rajoute juste un petit truc. Il y a quand même une mise à jour assez intéressante. Historiquement, il fallait utiliser une app de geolocation pour pouvoir identifier justement où le client était situé. Maintenant, c'est juste 2 clics dans les préférences justement des marchés. Vous pouvez automatiquement rediriger un client en fonction de son IP ou en fonction de la langue de son navigateur. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont faites et proposées de manière automatique sur les marchés qui vous font gagner un temps assez considérable. Et dernier point que tu voulais évoquer, du coup, c'était Shopify Flow. Sans rentrer dans le détail non plus, mais tu avais quelques exemples à donner. En fait, il faut imaginer ça un peu comme un Make ou un Zapier. Exactement. Qui permet de faire des automatisations, mais inside Shopify et qui aussi parle avec d'autres applis. Tu vas pouvoir donner exactement. En fait, là, on parlait beaucoup de ce qui se passait en termes de mise à jour sur Shopify. Shopify Flow, il faut vraiment le voir comme étant un outil d'automatisation, comme tu l'évoques, Zapier ou Make, et qui du coup va plus avoir une vision de vous accompagner dans vos campagnes marketing, dans vos logiques d'un petit peu de segmentation. Pour donner un peu de contexte là-dedans, en fait, ces outils d'automatisation fonctionnent à peu près tous de la même manière. On définit un déclencheur, donc une action qui a été réalisée sur votre boutique. On intègre dedans des conditions et des actions. Et après, on peut créer des boucles, on peut créer des éléments un petit peu comme ça structurés. Je vais préparer un tuto justement là-dessus, où en fait, dans l'idée, je présenterai en détail comment est-ce qu'on peut justement se dire qu'on crée un déclencheur. Le déclencheur, c'est une commande est passée. À partir de cette commande est passée, on vient, donc le déclencheur, on vient mettre une condition. La condition, c'est est-ce qu'avec cette commande, le client qui a passé cette commande a dépensé sur notre boutique un montant total minimum de 200 € par exemple. Si oui, ce client, du coup, se voit attribuer un tag VIP. Voilà, donc déclencheur, condition, action. On n'a rien fait, nous, de notre côté. C'est Shopify Flow qui travaille et à chaque commande, du coup, il vient rechecker un petit peu si les clients du coup passent dans la partie VIP. Et du coup, ce que je présenterai après dans le tuto un petit peu en détail, c'est qu'on peut venir associer du coup cette règle-là, enfin ce Shopify Flow-là avec des réductions automatiques dans Shopify et potentiellement venir s'interfacer avec des outils d'emailing pour que automatiquement il y ait un email qui soit déclenché avec l'intégration dans l'email de la réduction dans le code pour que l'utilisateur puisse automatiquement bénéficier du code de réduction dans son prochain achat. C'est vraiment toute une logique de fidélité en fait que tu peux mettre en place juste avec Flow. Exactement, tout à fait. Et il y a vraiment une infinité de possibilités avec Flow. Alors, je dis ça, c'est vrai et à la fois pas vrai, c'est qu'il y a une certaine limitation. Mais quand même, déjà, si vous en faites entre 5 et 10 sur votre Shopify, vous allez avoir pas mal d'automatisation intéressantes. Ouais, ce n'est pas sorti encore, mais on travaille en ce moment même avec un de nos clients sur un système de fidélité justement avancé. Et c'est la première fois justement on travaille sur une fidélité qui est uniquement structurée avec Shopify et Klaviyo. Donc ça devrait sortir dans les prochaines semaines, prochains mois, on vous tiendra au courant. Très cool, ouais. On pourra en parler quand ce sera sorti dans un des prochains podcasts. Merci les gars, je vais finir avec quelques petites astuces entre guillemets pour la rentrée, des choses pas forcément toujours extrêmement originales mais qui en fait sont pas tout le temps présentes sur les sites et qui peuvent aider à structurer son offre pour la rentrée. Première chose, c'est les bundles. Donc vous le savez, il y a Shopify Bundle qui est sorti récemment. La rentrée, c'est un des meilleurs moments pour aussi faire des offres, etc. Même avant le Black Friday, donc là en septembre. Donc n'hésitez pas à l'installer, c'est assez simple, ça s'adapte assez bien aux pages produits, etc. Tout n'est pas encore parfait dans Shopify Bundle, on le sait. Mais par contre, c'est un bon moyen de faire des offres packagées sans aussi perturber votre logistique puisque ça vient récupérer les mêmes SKU dans des packs unifiés. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et notamment pour capter des nouveaux clients, je trouve que de faire des packs découvertes, c'est un truc qui fonctionne super bien. Surtout quand vous avez des produits assez spécifiques, vous faites une petite sélection des best-sellers de votre boutique et comme ça, les clients ils ne sont pas perdus, ils savent directement ce qu'ils peuvent prendre pour tester et se faire un avis sur vos produits. Complètement. C'est des choses qu'on essaye de généraliser auprès de nos clients. C'est ce qu'on conseille notamment là, avec Mathieu sur la partie CRO. Donc en effet, surtout pas hésiter à le faire. Deuxième chose assez simple aussi, mais c'est le Back in Stock Klaviyo. On a encore pas mal de clients qui sont sur des Back in Stock de l'application Back in Stock qui fonctionne, mais nous on conseille plutôt de tout centraliser sur Klaviyo. Encore plus si vous avez déjà Klaviyo, c'est bête d'utiliser un autre système de back in stock. Il fonctionne très bien, on peut l'adapter aussi sur les pages produits assez facilement, etc. Ça vous permet de récupérer toutes les informations clients aussi à un seul endroit, etc. Donc n'hésitez pas à le mettre en place. Pareil, on voit trop de clients et ou de prospects qui ne l'ont pas mis en place. Donc nous, on le met quasiment systématiquement maintenant sur tous les builds qu'on fait. Donc
Il y a très peu de nos clients qui l'ont plus, mais en tout cas, on le voit quand même assez souvent ne pas être mis en place. L'autre point que je voulais évoquer, c'est le bouton d'achat dynamique. Ça peut paraître assez bête, mais il y a encore beaucoup aussi de sites qui n'ont pas les boutons Apple Pay, PayPal Pay ou Google Pay directement. Donc dans les fiches produits, aussi dans les parties évidemment panier de tiroir, pardon. Et bon, ça c'est un peu plus fréquent, mais l'activer pour qu'il soit présent évidemment dans le checkout. Mais c'est vrai que de l'activer avant, ça permet déjà de communiquer dessus, de montrer que ça y est. Ça veut pas dire que les clients ont forcément tous cliqué dessus. Mais Apple Pay, notamment, ça a fait plus 20% quand ça a été mis sur Dijo. En tout cas, sur la partie achat mobile, ça a pris une part importante. Alors, ça n'a pas fait plus 20%, mais ça a pris 20% des paiements. Donc, c'est assez intéressant de l'avoir en tête. Et le dernier point, comme je l'évoquais, nous on est en train de pas mal structurer notre off-CRO, donc on en fait historiquement depuis très longtemps, même depuis le début de Moon, c'est-à-dire d'être le premier truc que j'ai fait d'ailleurs. Mais là on est en train de le structurer donc avec Mathieu qui nous a rejoint. Et donc on pousse de plus en plus les A/B tests. Et on utilise Shoplift nous en interne actuellement pour conduire ces A/B tests. Et en réalité c'est assez simple pour pouvoir même le faire vous-même. Donc évidemment nous on le fait, mais si vous souhaitez le faire à moindre coût, vous pouvez évidemment le faire vous-même en installant Shoplift qui permet assez facilement de comparer des templates. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Ça vous permet de tester la conversion, l'ajout au panier. Le CTR, donc c'est click-through rate, donc c'est en gros, est-ce que ces pages encouragent à cliquer et donc réduire le taux de rebond. Il faut surtout pas hésiter à le faire. Ce qu'on fait très régulièrement, c'est qu'on nous demande souvent de redesigner des pages, des blocs produits et de l'intégrer bien évidemment. Et donc ce qu'on fait maintenant quasiment systématiquement chez nos clients, c'est qu'on vient comparer la nouvelle version avec l'ancienne pour voir les performances. Ouais. Des fois, quand on voit que les performances sont un peu trop proches entre la nouvelle et l'ancienne, en fait, c'est généralement un problème de mise en avant d'informations qui étaient à cette place-là avant, donc on peut déplacer pour améliorer tout ça. Donc, hyper intéressant à faire si jamais, avec votre agence actuellement, vous êtes en train de faire des modifications. Assez simple de faire la comparaison entre l'ancien template et le nouveau template, ou même l'ancien thème et le nouveau thème. Ouais, c'est une bonne... je veux dire hygiène de vie, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais bonne pratique. Voilà. Ouais, c'est une un bonne bon réflexe. Exactement, un bon réflexe à prendre, notamment quand on fait des changements sur son site, pour justement mesurer le changement et est-ce que ce changement il est bénéfique ou non et à quel point il est bénéfique, pour que ce soit pas juste des changements on a l'impression que ça va être mieux, mais vraiment que ce soit factuel finalement, et que comme tu le dis, on change un truc, on mesure et ça se trouve il y a encore des petites choses à adapter derrière pour vraiment arriver sur un truc qui est optimal. Je mets quand même une petite limite moi sur l'A/B test. Justement, si on fait justement 2 A/B tests qui sont extrêmement différents l'un de l'autre et qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont modifiés, du coup c'est très complexe de venir identifier quel est l'élément ou quels sont les éléments spécifiques qui ont amélioré ou réduit au final la conversion sur ces pages-là. Donc, essayez de limiter la quantité d'informations qui changent quand même sur les A/B. Il faut séquencer. Tu as tout à fait raison, mais c'est vrai que ce que tu dis est complètement vrai. Et d'ailleurs, on voit des plus grosses différences lorsqu'on fait ça parce que ça permet vraiment d'être beaucoup plus fin sur les changements. Mais si jamais tu changes quelque chose sur ton site qui est en effet en masse, c'est quand même intéressant de le tester pour voir un peu ce qui se passe. Le coupler probablement avec aussi du Hotjar pour voir sur les versions où est-ce que les gens ont cliqué, etc. pour pouvoir un peu adapter. Mais oui, ce que tu dis est vrai. Notamment, il y a un test qu'on a fait pour des clientes récemment ils n'avaient pas de sticky CTA. Pas parce qu'ils se disaient c'était pas bien ou pas, c'est qu'ils préféraient avoir favorisé une espèce de menu rapide en bas de page, même sur les pages produits, pour pouvoir switcher d'une collection à une autre. Ce qui en soi peut paraître une bonne idée, mais sauf qu'on a remplacé ça par un sticky CTA et on a fait un A/B test et on a vu que le sticky CTA éclatait complètement l'autre version. Donc ça permet de se rassurer aussi sur des choses qui peuvent paraître évidentes, parce que il y a des gens qui vont nous écouter qui disent oui, mais sticky CTA, oui, ça me paraît évident. Ça l'est pas toujours. Là, c'est clair et net. Même sur des contrastes de boutons, on l'a fait aussi pour Mademoiselle Agathe, ça a été complètement hallucinant les résultats. Avec des boutons qui étaient plutôt gris foncé, qu'on a passé en noir, donc avec plus de contraste, on a un peu agrandi le bouton et on voyait aussi les résultats qui étaient aussi meilleurs. Donc voilà, l'autre point intéressant et en relation avec ce que tu disais Ben, c'est sur la partie markets et pays, c'est qu'avec Shoplift aussi vous pouvez aller pousser les tests d'un pays à un autre, c'est-à-dire que les comportements d'achat sont pas les mêmes entre le UK et la France.
Je prends ces exemples-là pas au hasard parce que c'est vrai que l'acheteur UK est très différent de l'acheteur français. Un peu plus proche du client américain, donc il faut être peut-être un peu plus pushy, etc. Donc faire des tests, des A/B tests entre les versions anglaises et les versions françaises de façon séparée pour faire des A/B tests différents, ça vous permettre d'apprendre aussi sur vos cibles qui viennent d'Angleterre ou de France, pour peut-être adapter aussi très simplement avec des templates différents sur le UK ou la France. Et le dernier point qui est en relation avec ça aussi, c'est que vous pouvez aussi faire des tests par rapport à la source de trafic. Et notamment, on pouvait dire, je ne fais un A/B test que sur les gens qui viennent de chez Meta, un A/B test que les gens qui viennent en SEO, parce que c'est pas du tout non plus les mêmes profils. C'est plutôt des acheteurs impulsifs, ceux qui ont cliqué sur une pub Meta, qui disent ah ok machin, et donc ça permet de tester si le taux de conversion est aussi meilleur sur du Meta que sur que de l'organique. Alors ça c'est déjà quelque chose que vous pouvez faire en dehors de l'A/B test évidemment, mais vous allez voir que les A/B tests vont réagir différemment en fonction de ces cibles-là. C'est-à-dire qu'il y a une version qui peut être meilleure pour Meta et ça peut être complètement l'inverse pour quelqu'un qui va du trafic organique. Bref, donc voilà, c'est pas du tout une publicité pour Shoplift parce c'est pas une opération de communication, mais en tout cas voilà, c'est un outil qui est assez simple et vous pouvez vraiment apprendre plein de trucs. Ouais, puis on a mis du temps à trouver un outil qui fonctionne bien comme on voulait, avec un niveau de pricing ok, donc c'est vrai que ça a l'air de bien marcher. Alors il y a quelques limitations, je t'en parlais juste avant le podcast Thibaut tout à l'heure parce que j'ai échangé avec les équipes de Shoplift cette semaine aussi. On a des limitations sur les tests de prix qui est une demande assez récurrente. Test de prix, vous avez Intelligems qui le fait, qui est un concurrent de Shoplift, mais c'est très cher, c'est 500 € par mois pour le faire. Et en revanche, si vous voulez faire des tests de prix, vous pouvez dupliquer un produit avec le même SKU et avoir un prix sur un prix sur l'autre et voir comment ça réagit. C'est pas toujours évident en termes de logistique et de gestion de produits, c'est clair, mais en tout cas, si vous voulez le faire et que ça vous dérange pas de gérer quelques soucis logistiques, vous pouvez le faire. Et l'autre point, qui là pour le coup on peut pas faire grand chose mis à part tester sur des timings aussi spécifiques, mais tu auras une saisonnalité qui peut un peu biaiser les résultats, ça va être des tests sur la partie checkout, où là aujourd'hui c'est pas possible de faire des tests sur la partie checkout. On nous le demande d'ailleurs, Alison de Pimpon me le demande souvent, et voilà, donc Alison, voilà la réponse. Mais par contre donc c'est pas possible actuellement, en tout cas avec Shoplift et visiblement avec les concurrents non plus. Mais ce qui est possible de faire, c'est soit en effet de tester sur des timings spécifiques, et ce que me disait la personne de chez Shoplift, c'est que étant donné que maintenant ça fonctionne un peu aussi sous système de template, un peu la partie checkout avec checkout extensibility, c'est que selon lui, il est assez confiant sur le fait que ça va venir dans les prochains mois de pouvoir en effet tester un template de checkout avec un autre, puisque les deux sont sécurisés. Donc voilà, bon, c'est pas confirmé, mais en tout cas, je pense qu'en effet, ça devrait pas trop tarder. Ok. Des choses à ajouter, messieurs? Non, c'est bon, tout bon. C'est un bon podcast là, parce qu'on est quand même à 32 minutes. Donc ça sera un épisode de rentrée assez long, évidemment. Comme d'habitude, on veut faire moins de 20 minutes, mais on déborde toujours. On refera d'autres épisodes en septembre ou octobre probablement sur insister un peu plus sur ces points, mais aussi peut-être qu'il y aura eu d'autres nouveautés qui sont arrivées, notamment avec la partie account dont tu parlais. Donc on en reparlera. En attendant, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, à nous écrire, à venir nous contacter aussi sur notre site internet. Et on sera ravis de vous y répondre. Ou sinon, évidemment, sur LinkedIn, vous pouvez venir nous interpeller. Merci les gars pour cette préparation matinale, puisqu'on est le matin. Et puis à très bientôt, et on se retrouve pour un prochain épisode très rapidement, parce qu'il y aura plein d'épisodes aussi qu'on a déjà enregistrés qui vont sortir bientôt, notamment sur le SEO. Donc voilà, donc restez bien, abonnez-vous bien pour ne rien louper. À très vite, ciao. Ciao.